Il n'est pas venu. Reste, ne demande pas trop parce que je fais un direct. Non, mais tu peux rester, reste en pause. Donc, il n'est pas venu, c'est ça? Hein? Non, il n'est pas venu. Parce que normalement, il avait rendez-vous à 11h40. 11h40, mais là, il est 11h50. Bon, en général, il vient un peu plus tôt. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas venir. Donc là, comme ça, on va s'apprêter. Je fais un petit direct là. Et puis, on fait le point. Et puis, je m'envoie et tu t'envoies aussi. Donc, à tout à l'heure. Alors, chers internautes, aujourd'hui, je vais vous faire un petit direct pour expliquer un peu la cause de la mort de Cabrel Nandjip et ce qu'on aurait dû faire pour le sauver et ce qu'on a fait. Et dans ce qu'on a fait, je vais retenir un élément clé de sa prise en charge. Et si on le fait, si je le fais, c'est simplement pour que les gens apprennent de ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire et comment on peut se servir d'un malheur pour éviter le même malheur à d'autres personnes. Quand on voit la vidéo de Cabrel Nandjip, la vidéo de sa prise en charge, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut discuter et critiquer dans sa prise en charge. Mais comme je dis toujours, elle a été faite au lieu de l'accident par des personnes naïves de toute formation et donc qui ne savent pas exactement ce qu'il faut faire. Donc, nous devons éduquer les populations. Et c'est ce que j'essaie de faire là, c'est ce que l'État doit faire. C'est ce que tous les médecins qui ont une expertise dans le domaine doivent faire. Et c'est pour ça que nous sommes aussi dans les réseaux sociaux pour vous apprendre exactement ce qu'il faut faire. Alors, on va aller étape par étape. Il y a eu accident, choc, perte de connaissance, certainement, et puis secours. Quand vous arrivez, comme ces jeunes-là sont arrivés, vous devez d'abord constater l'absence de connaissance, la perte de connaissance, ou alors le malade est conscient, mais peut-être dans un état de choc, ou pas, en l'appelant, en le pinçant, voilà. Et on se rend compte que la personne est inconsciente. Vous devez vérifier rapidement si il y a saignement. Est-ce qu'il saigne? Est-ce que ça saigne? Est-ce que ça gicle quelque part? Si c'est le cas, vous, au lieu de tirer la personne pour la sortir du véhicule, non. Vous devez d'abord s'assurer que ça ne saigne pas. Et si ça saigne, vous faites une compression au lieu du saignement. Vous faites une compression parce que là, on va éviter le décès par hémorragie. Et c'est pas compliqué de savoir si il y a un saignement actif. Voilà. Donc, s'il n'y a pas un saignement actif, comme c'était le cas de Cabrel Nandjip, comme il n'y a pas de saignement actif, on va privilégier l'immobilisation au lieu. Sauf à être nombreux et à savoir transporter un malade qui est dans cet état critique. Et dans les moyens de maintenir le malade en sécurité. Excusez-moi. Juste, je vous reviens. J'ai un appel là, je ne sais pas qui m'appelle. Allô? 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 Allô?
Alors, je ne sais pas qui m'appelle, qui veut pas répondre. Alors, vous devez transporter la victime dans un état de sécurité absolue. Et quand on parle d'un état de sécurité, il faut privilégier l'intégrité de la colonne vertébrale. L'intégrité de la colonne vertébrale du dos jusqu'au cou. Parce que dans ce mécanisme de choc, il a peut-être heurté sa tête quelque part, pas brisé, ainsi de suite là. Donc il peut avoir une fracture au niveau du rachis cervical, par exemple. S'il y a fracture, donc il peut avoir lésion ou engagement de la moelle osseuse. Et en le mobilisant, comme on a vu là, on le tire là, ça, machin tout là, vous avez donc la tête qui balance, une colonne vertébrale qui est certainement déjà fragilisée. Et vous pouvez aggraver le processus de lésion au niveau de la colonne vertébrale. Et ça peut entraîner une paralysie. Donc, en transportant ce genre de personnes, vous devez tenir la tête, le cou bien pour que le cou ne bouge pas. Donc, vous devez tenir pour ne pas bouger le cou. Et donc, ça veut dire que vous devez être nombreux, ceux qui tiennent la tête, le cou, les épaules, les pieds, et vous le transportez de manière horizontale. Pas courbé comme on a vu, on tire comme ça, là on tire, on fait des trucs là. Non, on ne fait pas ça. C'est pas parce que votre objectif, c'est de le mettre sur un plan dur. Parce qu'effectivement, il faut le mettre sur un plan dur. Et le plan dur, surtout, c'est le sol qu'on a là-bas. Mais le transport doit être hyper professionnel. Primum non nocere. À défaut de ça, si on ne peut pas, on le laisse là où il était en rabattant juste le siège pour qu'il soit quand même dans une position horizontale ou quasi horizontale. Parce que cette position-là, elle va nous être utile. Les gens pensaient aux positions latérales de sécurité et tout, parce que de toute façon, même la position latérale de sécurité, il faut qu'on soit position horizontale. Mais non. Et je vais vous expliquer pourquoi la position latérale de sécurité n'est pas celle qu'il faut adopter dans cette situation. Et vraiment, abonnez-vous à ma page, soit tant Google, Facebook que TikTok. Abonnez-vous aux pages des secouristes, des gens, des experts qui vont vous apprendre comment on porte secours et comment et quand est-ce qu'on applique la position latérale de sécurité. Je n'ai jamais compris pourquoi cette posture-là est si populaire dans le monde sans respecter les conditions pour lesquelles on l'applique. Ce que vous devez retenir pour mettre une victime en position latérale de sécurité, il y a une condition qui est non négociable. Non négociable. Le malade doit respirer. Le malade doit respirer. Sachez une chose, il y a une différence entre être conscient et respirer. La conscience, c'est une chose. La respiration, c'est une autre chose. Donc, la perte de connaissance, c'est une chose. L'absence de respiration, c'est autre chose. Premièrement, ce qu'on va d'abord essayer de constater, est-ce que le malade est conscient ou inconscient? Si le malade est inconscient, on va maintenant chercher à savoir, est-ce que le malade respire? Parce que si le malade respire, on va vouloir éviter, entre autres, des fausses routes. Parce qu'un malade qui respire a encore des mécanismes qui peuvent faire en sorte que sa langue puisse ne pas
être suffisamment fonctionnel et permettre, enfin, ou ne pas empêcher une déglutition vers les voies aériennes. Donc, le malade qui va par exemple vomir, quand il vomit, il peut vomir et ses vomissures partent dans l'arrière-gorge et vont inonder les voies aériennes. Et il va étouffer. Il va être en hypoxémie et qui va aggraver sa situation, entre autres. Donc on va le mettre dans cette position parce qu'elle évite donc justement d'avaler de travers, comme on dit, de déglutir et d'avaler tout son sucre digestif vers les poumons, entre autres. Ça, c'est le malade qui respire. Donc, malade qui respire, position latérale de sécurité. Et entre autres causes qui nous amènent parfois à avoir donc cette inconscience, mais pendant qu'on respire, c'est par exemple la noyade. Un malade que vous avez ramassé, bon, il ne sait pas nager, il s'est noyé et tout, ouais, il va respirer, mais inconscient, il va étouffer. Vous le mettez en position latérale de sécurité. Les malades qui se sont fait électrocuter et tout ça là, vous pouvez. Mais, un malade qui est inconscient et qui ne respire pas, vous ne le mettez pas en position latérale de sécurité, vous le mettez en décubitus dorsal parce que celui-là a un problème avec son cœur. Son cœur est en arrêt cardiaque. Et vous devez rapidement commencer le massage après avoir appelé les secours. Parce que si vous êtes seul, plus vous massez, plus vous fatiguez. Et quand vous êtes déjà fatigué et vous continuez à masser, vous êtes plutôt délétère. Vous n'êtes pas efficace. Donc vous appelez le secours. Et les autres secours qui viennent, déjà ils auront pour objectif d'appeler après le SAMU, les ambulances, les hôpitaux et tout là. Et vous faites ça. Revenons sur Cabrel Nandji. On sait que il ne s'est pas noyé. Il ne s'est pas électrocuté. Il n'y a pas eu d'autre cause que le choc, l'impact de la voiture sur peut-être une autre voiture ou alors le talus ou autre chose. Il y a eu impact. Donc, de deux choses l'une. Soit il a cogné sa tête. Il a eu un ébranlement cérébral, commotion cérébrale, qui peut entraîner une perte de connaissance. Mais là, le décès est plus long, plus lent. Il va rentrer dans le coma et autres. C'est quoi? Il est là. D'accord. Ok. Bon, j'ai mon dernier patient qui est arrivé là. Parce qu'aujourd'hui, je suis mode courte consultation. Parce que je me déplace. Je vais visiter un pays africain. Mais qui est en train de progresser. Qui est dans une dynamique positive. Dans une dynamique positive. Et qui dépasse déjà le Cameroun de loin en termes d'offre de soins. Donc je vais sur place voir de quoi il s'agit, être dans des projets coopératifs avec les jeunes cardiologues de ce pays. Vous m'avez chassé du Cameroun, mais ce n'est pas toute l'Afrique qui m'a chassé. Donc aujourd'hui c'est mode demi-journée parce qu'il faut après aller prendre son vol. Donc, je vous disais que l'impact, soit c'est la tête, commotion cérébrale, perte de connaissance, mais le cœur continue à travailler. Le cœur travaille normalement. Donc le malade va être dans le coma et tout, mais il va rester quand même encore récupérable pendant longtemps. Le temps de faire une prise en charge normale. On va arriver à l'hôpital, on va voir. Donc on n'a pas besoin de masser le cœur ou de défibriller, puisque le cœur, lui, n'a pas de problème. Mais par contre,
Si l'impact, c'est au niveau de la poitrine, le volant, le airbag ne s'est pas déclenché ou je ne sais pas trop quoi, commotio cordis, commotion cardiaque. Le cœur est là. Parce que je crois que vous me voyez un peu en mode inversé. Moi, je ne sais pas encore manipuler ces choses-là. Donc, quand je fais un pas, pas que c'est le côté droit que je touche, c'est mon côté gauche. Le cœur est là. Donc, impact, tang, décélération rapide à une vitesse de plus de 60 km/h, ébranlement du cœur, lésion myocardique, et puis modification de la balance ionique dans le cœur, dans les cellules, instabilité électrique, emballement du cœur, trouble du rythme cardiaque et notamment la fibrillation ventriculaire. Le cœur commence à faire ça. Et donc parce que le cœur fait ça et tout, la contraction n'est plus efficace. C'est un peu comme si le cœur s'est arrêté, arrêt cardiaque. Ce qu'il faut faire, ce qu'on devrait faire à Cabrel Nandjip, c'était soit on l'a bien transporté en évitant quand même que, voilà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on maintient l'intégrité de la colonne vertébrale et tout. Du coup, on l'a transporté sur le côté, là, dès qu'on l'a posé. On ne fait pas comme on a vu là, où on l'a mis en position latérale de sécurité, où on dit que, bon, appelons le SAMU et les gens croisent les bras pour appeler les ambulances ou l'hôpital. Non. Commencez à masser. Commencez à masser. Parce que lui, c'est très probablement un emballement du cœur, fibrillation ventriculaire. Commencez à masser. Et donc, une fois que j'ai dit ça, je vais vous dire maintenant quelque chose qui est très grave. Très grave en termes d'offre de soins au Cameroun. La fibrillation ventriculaire, le malade ne reste pas en vie pendant plusieurs minutes. Au bout, allez, grosso modo, 5 minutes, sans massage, le malade meurt. Le no-flow, c'est-à-dire le temps où le cœur qui est en train de fibriller, qui s'emballe, qui ne se contracte pas bien, n'envoie pas le sang partout, donc au cerveau. Plus le no-flow est long, plus la probabilité de perdre la personne est importante. Et plus d'ailleurs, si on vient même tardivement, on essaie de récupérer le malade en lui faisant des massages et tout ça là. Les cellules du cerveau qui n'ont pas reçu le sang sont bousillées. Donc on va récupérer un neuneu. Donc, le no-flow doit être le plus court possible. Le no-flow doit être le plus court possible. Il y a mon dernier patient qui est arrivé et tout. Bon, donc mon assistante me fait déjà les... Mais je suis là, je dois aussi... Je dois aider les peuples du monde qui veulent apprendre. Donc, il va patienter parce que je fais encore 5 minutes et puis on va arrêter ce spontané. Donc, le no-flow doit être le plus court possible. Pour non seulement récupérer le malade et récupérer pas un légume, mais quelqu'un de valide. Mais la fibrillation ventriculaire, c'est l'arythmie cardiaque la plus maligne qui entraîne le décès si on ne masse pas le malade et si on ne fait pas une défibrillation, on ne défibrille pas. Or, maintenant, je vais vous poser une question. Cabrel Nandjip qu'on a vu couché là, on appelle les trucs là. Déjà, il faut qu'on nous dise quel est le temps qu'il a mis pour arriver à l'hôpital d'Edea. Et pendant ce temps-là, est-ce qu'il a été massé? Je n'ai pas l'impression. Est-ce qu'il a été défibrillé? Je n'ai pas l'impression. Il a été transporté comment? Jusque là-bas. Et on nous dit qu'il arrive à l'hôpital d'Edea. On l'a mené, je ne sais pas trop, en réanimation. Ils ont fait des trucs là-bas. Et après, ils sont venus dire que bon, il est décédé, on a porté. C'est faux. C'est faux. Cabrel Nandjip, quand il est arrivé à l'hôpital d'Edea, il était déjà mort. Il était déjà mort parce que
il n'a pas eu la réanimation adéquate. Ce qu'on appelle la prise en charge préhospitalière. La prise en charge préhospitalière des accidents de route, des arrêts cardiaques et tout là, c'est quelque chose de fondamental en termes de santé publique. Le ministre de la Santé publique du Cameroun n'a pas mis en place une politique de prise en charge préhospitalière adéquate. C'est un hélicoptère qui serait venu là-bas le prendre et que les gens qui étaient là, dans un système de communication avec des experts, même les réanimateurs de l'hélicoptère, on dit que non, faites ceci, ne faites pas se porter-le comme ça, la machin, tout ça. On aurait sauvé Gabriel Nandji. Mais il n'y a pas ça au Cameroun. Parce que nous sommes un pays de villageois, de broussards, avec des dirigeants qui ne connaissent rien et qui ne veulent même pas savoir, et qui s'entourent que de conseillers que eux-mêmes ont des formations un peu tordues comme ça. Donc, Gabriel Nandji, qui arrive à Idéa, je dis encore, je veux qu'on vienne me prouver le contraire, n'était plus vivant. Il était plus vivant. Donc, si des médecins, des jeunes médecins, ont pris et sont allés faire une réanimation, ça veut dire qu'ils ne savent même pas reconnaître quelqu'un de décédé. Et ça, c'est grave. Ça veut dire que notre formation médicale, elle est bancale. Si on n'apprend pas à des jeunes médecins qu'une victime est arrivée, là, je fais comment? Quels sont les signes de vie d'un malade? Non, on vous prend, on vous amène. Et vous savez comment ça se passe au Cameroun, non? Vous avez d'abord sorti l'argent, là, c'est la magie. Vous avez sorti l'argent à faire ceci, on fait les brouffes là, le machin, tout, on va même perfuser. En fait, alors que le malade est décédé, fibrillation ventriculaire, tu fais plus de 5 minutes avec ça sans être réanimé. Depuis quand? Pourquoi au Cameroun, on veut inventer la sorcellerie? On veut inventer la sorcellerie médicale au Cameroun. Moi, je vous ai toujours dit que quand vous tournez le dos là, à tous ceux qui dénoncent, ça va vous attraper. Ça va vous attraper. Ne pensez pas que c'est parce que vous dites, bien, ayop, que si la maladie doit venir là sur vous, ça va vous épargner. Hein? Ben, lui, il est toujours là. Hein? Plus de 90 ans, il est là. Les gens ne font que partir là, les fondis s'en vont, tout le monde parle. Tout le monde parle. Lui, il est là. Il est là. Il est là. Mais vous le supportez, vous supportez, même si l'insupportable. Le jour où ça vous attrape, ça vous attrape. Il n'y aura pas de prise en charge parce qu'il n'y en a pas au Cameroun. Une prise en charge efficiente. Il n'y en a pas. C'est Dieu qui nous sauve. Mon beau-père, je l'ai sorti de l'hôpital militaire pour l'amener à l'hôpital à Quintini. Le SAMU de l'hôpital à Quintini est venu le chercher là-bas. Dans le transport, on pense qu'il n'y a pas l'oxygène. Dans le SAMU de M. Paul Biya, il n'y a pas l'oxygène. Or, il était oxygénodépendant. Il arrive donc à la Quintini, ça a aggravé son état, il est décédé. Vous savez, quand c'est déjà mauvais là, dans une famille, belle famille, quand ça chauffe déjà, oh, tu as tué notre père, c'est toi, tu savais. Alors que moi, je ne savais pas. Moi, Aimé Boni, je peux m'imaginer que le SAMU n'a pas l'oxygène. Moi, je vais m'imaginer que le SAMU du Cameroun n'a pas l'oxygène dans le camion. Donc voilà, c'est ce qui se passe dans notre pays. Donc les jeunes médecins de l'hôpital d'Edea ont pris en charge un accidenté de la voie publique qui a eu un impact terrible et très probablement commotio cordis, fibrillation ventriculaire, qui ne peut pas arriver là-bas étant encore en vie. Mais on nous dit qu'il y a eu une réanimation d'abord, donc machin, tout. C'est pas que dès qu'on arrive, on a dit que non, monsieur, vous êtes, ça veut dire qu'ils ne savent même pas, ils savent même pas reconnaître. Si tu ne sais pas reconnaître un malade décédé, comment tu vas savoir réanimer
Un malade qui n'est pas décédé, mais qui est presque, mais qui est dans un état critique. Tu ne peux pas savoir. Et ils ont quoi là-bas? Il y a quoi dans cet hôpital pour prendre en charge? Il y a quoi? Allez vérifier. Je vous dis, allez dans cet hôpital, allez vérifier. Allez à l'hôpital de Zeka, allez à l'hôpital de Pouma, allez vérifier la sorcellerie. Donc, retenez une chose. La position latérale de sécurité, ne l'utilisez pas à tort et à travers. Le critère de discrimination, est-ce que je fais PLS? Et allez voir ma vidéo, comment on met le malade en PLS. Et allez voir toutes les autres vidéos qui parlent de ça. Mais, vous ne mettez en PLS que si le malade est inconscient et il respire. Et pour savoir si le malade respire, là, quand vous le trouvez allongé, déjà, vous sécurisez l'endroit. Vous dégagez les voies respiratoires. S'il a une cravate, vous déboutonnez. S'il a une ceinture, vous enlevez et tout. Vous l'appelez. Vous le pincez. S'il ne réagit pas, il est inconscient. Maintenant, vous devez savoir s'il respire. Pour ça, s'il respire, vous pouvez, quand vous avez mis, pensez sa tête en arrière, là, vous avez cette main ici, vous avez ouvert sa bouche et tout. Vous posez par exemple votre oreille vers son nez pour voir si vous avez un souffle. Vous pouvez poser la main, là, la paume de main, pour voir s'il y a un souffle. Pendant que vous faites ça, vous guettez le ventre. Vous guettez son ventre s'il se soulève. Vous pouvez poser votre main sur son abdomen ou la poitrine pour voir si votre main se soulève. Avec ça, vous saurez si le malade respire ou ne respire pas. Et donc, il respire PLS. Il ne respire pas sur le dos pour commencer le massage. Bon, je pense que on s'est compris. Et on se revoit bientôt. Je dois consulter mon malade. À bientôt. Ciao.